Réinventons la mobilité de demain dans Smart City avec SEAT. On va donc parler d'autopartage parce que 44% des Français y ont déjà eu recours, principalement dans les grandes métropoles. Et vous allez voir que le service séduit de plus en plus pour sa flexibilité d'utilisation et pour ses accents aussi écologiques. Alors, est-ce que ces services, finalement, ils peuvent véritablement devenir une tendance de fond en matière de mobilité? Et puis, quels sont finalement les plafonds de verre à briser pour permettre à ce marché de progresser? Les réponses aujourd'hui avec Pascal Roux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avec nous par les joies de la visio, président de Mobility Tech Green, un fournisseur de solutions de mobilité en autopartage. Merci d'être là et nous sommes en plateau avec Jean-Christophe Gianesini. Bonjour. Bonjour. Cofondateur de Ecodef, conseil des organisations en matière justement de développement durable et donc aussi de mobilité. On y reviendra évidemment. On va, si vous le voulez bien, tous les deux commencer finalement par expliquer ou réexpliquer d'ailleurs peut-être ce que c'est que l'autopartage, parce qu'en fait, finalement, Jean-Christophe Gianesini, on distingue plusieurs usages. L'autopartage, c'est assez large finalement. Oui, tout à fait. Vous avez des usages qui ont été plutôt à l'initiative de collectivités ou de territoires, oui, pour proposer des alternatives au transport en commun ou à la voiture individuelle thermique. Et puis, vous avez des initiatives plutôt également à l'échelle des organisations, des entreprises, oui, qui peuvent promouvoir ce type de service en alternative à la voiture de fonction. Et puis enfin, les usages entre particuliers qui fonctionnent très bien aujourd'hui et qui se développent majoritairement du coup pour proposer de la location entre particuliers. Aujourd'hui, c'est quoi, Pascal Roux, la photographie du marché de l'autopartage en France à l'instant précisément où on se parle? Nous, notre spécialité, c'est l'autopartage en entreprise, c'est-à-dire que l'idée pour nous, c'est de mutualiser les voitures qui se trouvent dans les parcs d'entreprise. D'une façon générale, on peut dire que les voitures sont utilisées de 1 à 2 heures par jour au maximum, que ce soit dans l'entreprise ou par les particuliers. Et l'idée, c'est de mutualiser ces voitures de façon à partager la ressource, de façon à ce qu'elles servent de plus en plus. Et justement, Jean-Christophe Gianesini, vous êtes d'accord avec ça? Aujourd'hui, ce sont des véhicules qui sont utilisés sur des temps finalement très courts quand on parle d'autopartage. Oui, c'est de la micro-location. Donc on est vraiment sur des durées de quelques heures maximum, en alternative notamment souvent à des taxis ou des VTC. Et j'étais assez étonné finalement que quasiment un Français sur deux ait déjà eu recours à ce type de service. C'est assez étonnant, non? Ça se développe quand même depuis des années. Ça fait depuis 2011 que l'autopartage se développe réellement, que ce soit en entreprise ou à l'échelle d'agglomération. Oui. On a entendu parler du service Autolib, bien sûr, de son succès comme de ses difficultés. Mais ça avait quand même séduit. Et exactement, ça avait quand même séduit, je crois, 50 000 personnes à l'époque en Ile-de-France. Mais alors justement, Pascal Roux, ces questions d'autopartage, est-ce que c'est quand même pas aujourd'hui un truc d'urbain? 44% des Français, oui, mais 44% des Français qui habitent dans des grandes métropoles, dans des grandes villes. Alors, c'est sûrement vrai à l'usage de la voiture partagée pour le particulier. C'est un peu moins vrai pour les entreprises dans la mesure où si je prends l'exemple d'un de nos plus gros clients, on est réparti sur 800 parkings, 800 endroits où on peut prendre une voiture en autopartage sur le territoire national et dans les dom-toms. Et donc, ça veut dire que toutes les géographies, tous les sites géographiques peuvent être touchés par ce principe de déplacement, de mobilité. Mais ça, c'est vrai peut-être sur le marché des entreprises, justement. Est-ce que sur le marché des particuliers, ça se vérifie? Est-ce que c'est quand même pas un peu compliqué quand on est un particulier, en l'occurrence, et qu'on habite dans un territoire plus reculé, dans une campagne, par exemple, d'avoir accès à un service d'autopartage? Alors, bien évidemment, toutes les expérimentations qui ont été faites jusqu'à présent se basent sur les très grandes villes. En revanche, on commence à voir de plus en plus dans des territoires un peu reculés, dans des départements qui ne sont pas concernés par des grandes métropoles, de plus en plus d'initiatives collectives de véhicules d'autopartage à destination des particuliers qui sont organisées par les communes, qui sont plus ou moins importantes. D'ailleurs, on a par exemple en Bretagne des communes de 10 000 habitants qui commencent à proposer des solutions d'autopartage. Aujourd'hui, Jean-Christophe Gianesini, qui est-ce qui utilise principalement ces services-là? Est-ce qu'on a, alors je ne sais pas, mais une typologie type ou un client type, entre guillemets, un utilisateur type? Pas réellement. Pour revenir sur votre précédente question, évidemment, en milieu urbain, il y a quand même beaucoup plus d'usages, parce qu'il faut qu'il y ait une réelle tension, que ce soit en termes de disponibilité d'espace de parking, de stationnement, d'alternatives à la voiture type transport en commun ou autre, pour pouvoir se permettre de se passer de son véhicule. Oui. Et donc, c'est beaucoup compliqué en milieu rural. Et donc, forcément, on est plus sur une typologie de profil type jeune,
qui n'a pas forcément besoin ou envie d'avoir un véhicule personnel. Et on est clairement sur de l'économie d'usage plus que de propriété, au même titre que le covoiturage. Et on voit quand même aujourd'hui que ça séduit, même si c'est en train de changer, des populations quand même plutôt de jeunes dynamiques. Et pour quelle raison ces populations-là, elles vont sur ce service-là? C'est quoi les avantages connus du service finalement? C'est une forme de mobilité alternative. Et donc pour les gens qui souhaitent s'intégrer dans la multimodalité et ne pas forcément posséder de voiture, c'est clairement une alternative court terme extrêmement efficace. Pascal Roux, justement, on parlait des particuliers, mais du côté des entreprises aujourd'hui, comment ça prend ce marché finalement? Comment vous percevez, comment vous regardez aujourd'hui les demandes des sociétés, des entreprises pour ces services-là pour leurs salariés? Alors, il y a deux éléments. Il y a les entreprises qui ont été un peu pionnières dans les 10 dernières années qui viennent de passer, et il y en a une importante qui est Orange, qui a un peu plus de 3500 voitures en autopartage aujourd'hui, ce qui en fait le leader européen de ce type de mobilité. Et puis, il y a depuis le 1er janvier la loi LOM et puis les plans de déplacement d'entreprise qui font que on parle beaucoup de déplacement domicile-travail, mais il y a aussi dans les plans de déplacement d'entreprise tout ce qui concerne le déplacement des salariés dans le cadre de leur activité. Et donc, l'autopartage devient une vraie réflexion pour faire en sorte qu'il y ait une meilleure utilisation des voitures et puis surtout des économies possibles sur la mutualisation de ces ressources. Et quels avantages y voient les sociétés? C'est uniquement une question financière, si tant est d'ailleurs que ce soit un argument? C'est pas seulement une question financière, c'est aussi une question de RSE, par exemple, parce qu'on a beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui proposent à leurs salariés d'utiliser les voitures la journée pour leurs déplacements professionnels et le soir et le week-end de les utiliser à titre personnel, contre rémunération ou pas. Mais ce sont des solutions qui sont aujourd'hui au cœur de l'entreprise et au cœur de la société. Jean-Christophe Gianesini, vous êtes d'accord avec ça? Aujourd'hui, les entreprises, elles ne font pas ça que pour des raisons purement économiques, disons? Oui, ça répond à une réelle attente des nouvelles générations. Vous avez aujourd'hui beaucoup de cadres qui se voient proposer une voiture de fonction encore dans le package de rémunération, qui n'en ont pas l'utilité et ni le besoin. Et du coup, les entreprises sont obligées d'adapter leur offre par rapport à ces catégories de population et notamment de proposer des alternatives souvent qui sont des véhicules en autopartage quand on en a besoin et potentiellement des compensations financières, ce qu'on appelle le cash or car dans les pays anglo-saxons. On a la possibilité d'avoir un avantage en nature de type financier à la place de son véhicule de fonction. À la place de son véhicule. Est-ce que c'est aussi, allez, on va dire une question de marque employeur, une question d'image écolo? Est-ce que ça fonctionne aussi, ça? Est-ce que c'est un bon argument? Alors, l'image écolo fonctionnera à partir du moment où l'usage est réellement réduit. Si vous parcourez le même nombre de kilomètres en véhicule autopartage et véhicule de fonction, c'est exactement pareil. Mais oui, ça a tendance, et ça, il y a beaucoup d'études qui le prouvent, à réduire l'usage. Oui. Bon, alors on va justement parler un petit peu de mobilité green, Pascal Roux, parce que justement, quand on parle d'entreprise, quand on parle de fournisseurs de solutions d'autopartage pour les entreprises, évidemment vous répondez présent. Ça représente, vous, aujourd'hui, combien de clients, combien de véhicules en circulation? Alors, c'est un peu plus d'une centaine de clients et c'est un peu plus de 7000 véhicules. C'est 7200 véhicules aujourd'hui sur le territoire européen, puisqu'on est présent dans plusieurs pays d'Europe. Et vous le disiez effectivement tout à l'heure, il y a la loi LOM, la loi d'orientation des mobilités, qui régit et qui aussi oblige de plus en plus, qui met des cadres en tout cas sur les déplacements professionnels, aussi bien, vous le disiez, domicile-travail que interprofessionnel pendant sa journée. Est-ce que pour vous, j'allais dire, c'était un boost fondamental pour votre business? Est-ce que ça a accéléré un petit peu votre marché? Indéniablement, oui, ça a été un élément relativement important. Et je pense que le Covid a aussi été une difficulté pour développer notre activité, mais aussi un fabuleux accélérateur en sortie de Covid pour réfléchir à faire les choses autrement et à optimiser les ressources dont on dispose. Pour quelles raisons, justement ? Je n'ai pas entendu la question. Je disais, pour quelle raison finalement la Covid a été un boost aussi en termes de prise de conscience pour votre marché? Alors je pense qu'il y a deux éléments. Il y a un élément économique qui fait que les entreprises se sont trouvées dans une situation difficile et si elles doivent se représenter demain, elles sont en train de chercher des solutions pour essayer de travailler autour de ça, donc essayer de dépenser moins d'argent ou d'avoir moins d'investissement. Et la deuxième chose, c'est le fait qu'il y a une prise de conscience sur les éléments qui font que la voiture n'est peut-être pas une nécessité absolue et votre interlocuteur le disait sur les jeunes générations ne reflètent pas en fait ce qu'ils souhaitent dans le package salarial qu'ils peuvent avoir et donc ce partage a été pris en compte d'un point de vue aussi écologique qu'économique.
Alors justement, Jean-Christophe Génézini, on le disait, alors la loi LOM, donc la loi d'orientation des mobilités, alors qui prévoit 10% de véhicules à faible émission d'ici 2022 sur les parcs automobiles des entreprises, 50% d'ici 2030 pour les flottes de plus de 100 véhicules. Donc c'est quand même, non pas contraignant, mais ça met quand même un certain nombre de cadres, un certain nombre de réglementations. Est-ce qu'il fallait ça, est-ce qu'il fallait nécessairement, entre guillemets, en passer par là pour inciter les entreprises à accélérer sur ce sujet-là ? Alors c'est une bonne question. La progression a été faite en 2 étapes. Il y a eu dans un premier temps la loi de transition énergétique pour la croissance verte en 2015 qui a été quand même le premier cadre au plan de mobilité pour obliger les entreprises considérées comme émettrices et générant beaucoup de trafic à l'échelle de leur territoire à intégrer les sujets de mobilité via le plan de mobilité employeur-entreprise. La LOM a changé un petit peu de prisme parce qu'elle a introduit ces sujets-là à l'intérieur du dialogue social. C'est-à-dire que maintenant, le volet QVT des négociations annuelles obligatoires à l'échelle d'une organisation doit obligatoirement intégrer les sujets de mobilité pour les structures de plus de 50 personnes ayant une représentation syndicale. Et donc forcément, ça prend plus de poids à partir du moment où c'est porté par la direction des ressources humaines dans le cadre des négociations, là où avant c'était beaucoup à l'échelle d'un site. Et donc, on voit que il y a une voie qui est plus importante aujourd'hui. Et alors, concrètement, Pascal Roux, comment on met en place ce type de solution ? Moi, je suis chef d'entreprise, j'ai un besoin, je viens vous voir, qu'est-ce qui se passe ? Comment je fais ? Alors, on regarde la qualité de vos déplacements, on regarde comment vous les faites, qui sont les utilisateurs des véhicules, on essaye de comprendre un peu comment se passe la mobilité dans votre entreprise, et en fonction des éléments qu'on va recueillir, on va pouvoir vous donner une indication pour savoir combien de voitures on peut mettre en autopartage et quelles sont les populations dans votre entreprise qui peuvent se déplacer de cette façon-là. Et est-ce que c'est nécessairement des véhicules électriques d'ailleurs ? Non, ce n'est pas nécessairement des véhicules électriques. Si je vous donne un état de notre flotte aujourd'hui que l'on gère pour l'ensemble de nos clients, sur 7200 véhicules, on doit avoir à peu près 15% de véhicules électriques. Alors, vous parliez de contraintes tout à l'heure par rapport à la loi LOM. Bien évidemment, il y aura de plus en plus de véhicules électriques dans les parcs automobiles. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il y a une vraie prise de conscience de la ressource, qu'elle soit électrique ou thermique. Mais il y a une question de la ressource, mais est-ce que ça veut dire pour autant que les entreprises vont devoir ou ont intérêt ou vont vouloir finalement aussi aller sur ce type d'énergie pour les déplacements de leurs salariés ? Alors, un intérêt, oui, sûrement. Une obligation, quasi certainement, puisqu'on n'a pas le choix d'avoir des voitures propres. Alors, quand on dit voiture propre, ça va être hybride pendant un temps, si on considère que la voiture hybride fait partie des voitures propres, mais ça va être hybride pendant un temps, et après, on passera directement à l'électrique. Et on peut imaginer demain, comme les constructeurs nous ont annoncé que 100% de leur fabrication, si je prends Renault, PSA ou Volkswagen, ont annoncé qu'en 2035, ils n'auraient plus un moteur thermique dans leur production. On va indéniablement vers cette voiture électrique. Ça coûte combien pour une entreprise, un véhicule en autopartage ? Alors, si on le ramène à l'utilisation au mois, on est aux alentours d'une 30aine d'euros. Avant négociation avec l'entreprise ? Oui. Évidemment. Jean-Christophe Génézini, qu'est-ce qu'elle vous demande, finalement dans la même veine, mais qu'est-ce qu'elle vous demande, les entreprises qui viennent vous voir et qui ont des problématiques de cet ordre-là ? Pourquoi elles viennent vous voir finalement ? Elles viennent nous voir dans un premier temps pour avoir des données. C'est intéressant de pouvoir se comparer, comprendre. Voilà, exactement, comprendre quels sont les besoins, savoir, voilà, comme il le disait, quel type de véhicule, demain être capable de déployer un forfait mobilité durable, pour combien de collaborateurs, combien est-ce que ça va me coûter, quel est l'impact potentiel, quels vont être mes indicateurs potentiels de suivi, etc. Et donc être capable déjà de quantifier ça et d'objectiver en fait ces éléments-là peuvent servir de base aux négociations et peuvent permettre de suivre la démarche et de l'ancrer dans le temps. Et il existe des incitations fiscales justement pour les entreprises qui ont ce genre de comportement vertueux, entre guillemets ? Pas réellement. Il y en avait via la LTECV, la loi de transition énergétique pour la croissance verte, pour l'achat de flottes de vélos, sur lesquels il y avait des réductions sur l'IS. Mais sinon, c'est principalement des avantages pour promouvoir les modes alternatifs, au même titre que le forfait mobilité, où on a un montant, une assiette de déduction de charges sociales. Bon alors, de manière générale, que l'on parle des entreprises ou des particuliers, c'est quoi aujourd'hui encore les freins à lever finalement pour développer ce marché ? Est-ce qu'il y a encore quelques freins à lever, quelques plafonds de verre à briser justement pour que ça devienne de plus en plus populaire, parce qu'on a le sentiment qu'effectivement, on le disait en début de séquence, c'est quelque chose pour l'instant d'assez jeune, de plutôt urbain, même si quelques territoires, on va dire dans les campagnes, en province, commencent à s'y mettre. Mais est-ce qu'il y a encore quelques freins, quelques obstacles à lever ?
il faut que l'autopartage soit une brique d'un système de mobilité qui permette d'être aussi performant que la voiture. Oui. Le véritable enjeu, il est là. Oui. À titre personnel, j'ai fait le choix de ne plus avoir de voiture depuis maintenant 3 ans. J'avais à l'époque une borne Autolib juste en bas de chez moi. C'était une super alternative. Depuis la fin d'Autolib, il n'y a aucun système d'autopartage aussi performant qui soit proposé à l'échelle de la région Île-de-France, par exemple. Oui. Et donc, c'est un problème parce que sur certains types de déplacements, notamment les trajets banlieue-banlieue en général, on se retrouve sans réelle alternative. Donc après, on a évidemment les taxis, les VTC ou les transports en commun quand ils existent, relativement longs. Mais tant qu'on n'aura pas un maillage finalement d'offres de mobilité ultra complet, la voiture reste une alternative plus rapide. Pascal Roux, vous êtes d'accord avec ça? C'est d'abord le premier frein, c'est une imbrication globale, une réflexion globale, un schéma global? C'est clair, c'est une évidence. D'abord, il y a deux autres choses qui sont relativement importantes. C'est la propriété, c'est-à-dire qu'en fait, on est quand même dans un pays propriétaire de sa voiture parce qu'on a des constructeurs automobiles. Et la deuxième chose, c'est la disponibilité des véhicules. Quand on parle d'autopartage, on se rencontre en entreprise notamment que les collaborateurs nous disent « moi, je veux avoir une voiture quand j'en ai besoin ». Et on s'aperçoit que les systèmes d'information qu'on met en place pour permettre de réserver les véhicules et d'optimiser la ressource permettent d'avoir une voiture disponible quasiment quand on veut, mais ça c'est un vrai frein psychologique pour la personne en se disant et si je n'avais pas de voiture au moment où j'en ai besoin. Et est-ce que vous avez le sentiment l'un et l'autre, c'est un peu la question lobbying, que le pouvoir public en fait assez justement? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire, Pascal Roux? Ouais, ils en font jamais assez parce que je pense qu'on avait prévu nous un développement qui soit beaucoup plus important que ça, mais les pouvoirs publics n'en font jamais assez. Mais je pense qu'il faudrait travailler sur cette politique globale, ce que disait votre intervenant, cette politique globale de mobilité, de façon à ce que tous les éléments que sont le covoiturage, l'autopartage, les déplacements en vélo, etc., soient imbriqués dans un vrai plan de mobilité qui nous permette d'être complémentaires et non pas concurrents. Jean-Christophe Janesi est d'accord avec ça? Le pouvoir public en fait jamais assez? Il faut davantage d'incitation? Oui, c'est sûr, il faudra aller beaucoup plus vite. On voit que les choses évoluent, mais le sujet autopartage faisait partie des discussions déjà du Grenelle 1 à l'époque, puis ensuite du Grenelle 2 via le label autopartage qui avait été conçu à l'époque. C'est pas ce qui a permis le développement de la pratique. Et en réalité, on voit que la mobilité partagée et l'autopartage, typiquement, au même titre que le covoiturage, a beaucoup évolué, bien sûr, mais pas suffisamment vite. Mais justement, alors ici il y a ce sujet-là, mais est-ce que dans le temps qui nous reste, très rapidement donc, est-ce que c'est pas aussi une question culturelle? On est en France, un pays qui aime l'automobile, qui aime la voiture, qui aime posséder une voiture. Est-ce que c'est pas ça d'abord le premier frein pour convertir et développer ce business-là? Très rapidement, Jean-Christophe. Évidemment, on a un pays qui est en partie latin et forcément, c'est avoir une belle voiture pour un homme, c'est un signe de réussite sociale. C'est pas une Rolex, mais c'est une voiture. Et du coup, forcément, quand on aura cet état d'esprit, ça va mettre du temps à changer les comportements. Bon, Pascal Roux, en un mot pour terminer, le mot de la fin, mais c'est quoi justement vos objectifs de croissance, de développement avec Mobility Tech Green? Mobility Tech Green. Alors c'est d'arriver à doubler le parc de véhicules, ce qui devrait se faire dans un laps de temps de 3 à 4 ans, parce que les entreprises ont vraiment pris le relais de notre développement pour pouvoir avancer. Et c'est surtout faire en sorte de continuer à progresser, de progresser sur le marché européen, parce que là, il y a aussi des pays qui sont un tout petit peu plus en avance que nous, même si la France est quand même un des pays phares, j'allais dire, dans le domaine de l'autopartage, en tout cas B2B, entre les entreprises. Bon, eh bien, merci beaucoup à vous deux d'être venus nous voir sur ce sujet-là. Et évidemment, ça fera l'occasion d'autres débats parce que c'est un sujet qui est passionnant et d'actualité, plus que jamais. Merci beaucoup à vous deux d'être venus nous voir aujourd'hui. Dans Smart Future, on passe de la voiture au vélo.